Mon nom est Martin Coiteux et vous écoutez Éclairage, le balado de HEC Montréal qui veut démystifier les enjeux au cœur des débats citoyens. Il faut toujours éviter la dépendance, que ce soit notre chaîne d'approvisionnement, que ce soit nos clients. Il faut manager notre risque un peu mieux, puis éviter toute forme de dépendance. Dépendance aux États-Unis ou dépendance à un marché, dépendance à un client, à un fournisseur. Ça peut faire très mal. Si je suis dépendante d'un fournisseur, puis que ce fournisseur-là, moi, ça m'est arrivé dans la COVID, où est-ce que je n'avais plus accès à des châssis de véhicules pour bâtir parce qu'il manquait, il y a eu une crise de microprocesseurs, une composante critique dans la fabrication d'un châssis de véhicule. Parce qu'il y avait une pénurie de microprocesseurs, les véhiculiers au Canada, un peu partout, n'avaient plus accès aux châssis de véhicules. Donc, là, on avait un problème d'approvisionnement. Donc, c'est pour ça que c'est important de se diversifier, que ce soit nos chaînes d'approvisionnement ou que ce soit nos clients, nos marchés, etc. Alors, le président des États-Unis, visiblement, ne nous donnera aucune trêve. On enregistre aujourd'hui une journée où les tarifs douaniers imposés par les États-Unis sur l'aluminium et l'acier passent de 25 % à 50 %. Alors, ça fait déjà quelques mois qu'on est dans l'œil du cyclone. On parle beaucoup aussi à l'échelle nationale de la nécessité de diversifier nos marchés. On en a déjà traité dans au moins 2 épisodes précédents d'éclairage, mais on en a traité de façon, je dirais, macro. Quelles sont les politiques nationales, les politiques au niveau des provinces qu'on peut mettre en place pour aider nos entreprises à diversifier leurs marchés? Non pas à sortir complètement des États-Unis, mais avoir des vecteurs de croissance ailleurs dans le monde, notamment en Europe ou en Asie. Mais qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Notre économie en est une de PME, des PME qui sont en croissance, des PME qui font face à des défis. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique pour une PME québécoise de conquérir des marchés à l'international qui ne sont pas les États-Unis d'Amérique? Alors, pour en discuter aujourd'hui, on a une entrepreneure, Madame Véronique Touga, qui dirige une entreprise familiale qui existe depuis au moins 60 ans. Une entreprise qui s'appelle Cambly, qui est localisée à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, Cambly, une entreprise qui fabrique des véhicules de protection et de défense. On pourrait dire des véhicules blindés, d'où le mot Cambly. Alors, Véronique Touga, bienvenue à Éclairage. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. C'est très apprécié. Alors, on est très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Pour commencer, avant d'aller dans la question de la diversification des marchés, je sais que Cambly mène des efforts importants. Il y a déjà quelques succès à l'international dont on va parler aujourd'hui. J'aimerais que vous me parliez un peu de cette entreprise Cambly, son histoire. Qu'est-ce qu'elle fait? Quelle est l'entreprise, là, les grands jalons de son histoire? Comme vous l'avez si bien dit, Cambly a plus de 60 ans d'existence. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Cambly veut dire camion blindé. Alors, moi, je suis la 3e génération d'un produit, qui est le véhicule blindé, initialement pour le transport de fonds. Donc, tous les véhicules que vous voyez se promener à Montréal, à travers le Canada, les États-Unis aussi, on est nord-américain, donc les véhicules blindés, Brinks, Garda, nos principaux clients. Ça fait 60 ans que mon grand-père fabrique ces véhicules-là. Alors, est-ce qu'on peut dire que le véhicule blindé au Canada appartient au Québec? Je dirais que oui. Alors, c'est une grande fierté, mais c'est un secret bien caché, probablement parce qu'on est dans le domaine de la sécurité. Alors, nous, on conçoit et on fabrique des véhicules blindés essentiellement pour le transport de fonds. Oui. Mais comme on sait, le transport d'argent tend à se réduire. Donc, il y a de moins en moins de transport d'argent au Canada. Oui. Ça m'a amené, moi, à imaginer d'autres types de produits, puis à me diversifier dans d'autres marchés. Alors, on va en parler évidemment, mais pour rester en ce qui concerne l'entreprise, donc les camions en question, les véhicules en question, ils sont assemblés à Saint-Jean? Alors, nous, on fabrique sur n'importe quel châssis de véhicule
à peu près, parce que nos ingénieurs doivent faire certains calculs pour s'assurer qu'on peut recevoir le poids du blindage. Alors, donc, nous, on travaille à partir d'un châssis existant. Ça peut être un châssis Ford, Mercedes, GM, à peu près n'importe lequel châssis qui a de la capacité. Et ensuite de ça, on vient complètement designer une boîte de camion blindé qu'on vient assembler et asseoir sur la plateforme, sur le châssis de véhicule. Puis c'est là qu'on peut dire qu'on livre un produit 100%, un produit Cambly, mais sur une base, un châssis commercial existant. Donc, une entreprise familiale, il y a combien d'employés? Environ 150. Tout dépendant des moments, des contrats que l'on a, on peut se situer entre 150 et 200 employés. Et vous, Véronique Touga, vous dirigez l'entreprise depuis 2010. Oui. Vous en êtes l'actionnaire principal également. Exactement. Racontez-moi un peu votre parcours, là. Votre parcours professionnel, mais au sein de l'entreprise, parce que c'est une entreprise familiale aussi. Comment vous êtes arrivé à la tête de cette entreprise? Oui, j'ai toujours su que je voulais me joindre à l'entreprise. Donc, j'ai la graine de l'entrepreneur, comme on pourrait dire. Alors, j'avais pour moi, c'était dans mes plans. Donc, j'ai fait mes études au HEC. J'ai terminé mes études comptables, la filière CMA à l'époque, comptable en management. Donc, depuis 2002, moi, j'ai joint l'entreprise avec mon père, puis j'ai gravi les échelons. Je suis passée de commis comptable à présidente, donc entre 2002, et j'ai atteint la présidence en 2010. Alors, pour moi, j'étais une relève identifiée. Mon père savait qu'il voulait me léguer l'entreprise, me céder l'entreprise. Donc, moi, j'ai fait un parcours en ce sens pour arriver en 2010 à prendre la présidence. J'étais vraiment trop jeune pour être présidente d'une entreprise. J'avais 33 ans à l'époque. On vivait un 100% de croissance. Mon père ne se sentait plus apte. Il y avait moins de motivation, moins d'intérêt. Il m'a demandé si je voulais gérer l'entreprise. Puis moi, comme j'étais pleine d'ambition, j'ai dit oui à ça. Mais je peux vous dire que j'ai appris mon rôle de présidente sur le tas, comme on dit. Alors, avec certaines crises, des hauts et des bas. Donc, pour moi, c'était d'apprendre sur le tas là, en tant que nouvelle présidente en 2010. Et en 2016, j'ai procédé au rachat complet de mon père. Donc, j'avais 85% des actions participantes et votantes. Et j'avais un associé à l'époque à 15%. Maintenant, je l'ai racheté. J'ai un nouvel associé depuis 1 an. Ça, si vous voulez bien, tout à l'heure, j'aimerais ça qu'on parle également des questions de reprenariat, parce que c'est un thème qui est super important pour nos entreprises au Québec, nos PME. Mais je reviens en 2010. L'entreprise, à ce moment-là, était en pleine croissance. Est-ce qu'elle avait déjà des défis par rapport à ces marchés traditionnels? Vous disiez au tout début, le transport de l'argent comptant, notamment des valeurs, est en diminution partout dans le monde, probablement beaucoup en Amérique du Nord parce que les transactions se font autrement de plus en plus. Est-ce que c'était déjà le cas ou l'entreprise était encore en croissance dans ces marchés traditionnels? On était en croissance, mais on était quand même à 2 ans. On succédait la fameuse crise financière de 2008. C'est vrai. Donc, on subissait une croissance parce qu'on avait des contrats très importants avec nos clients actuels, mais comme le marché du transport de valeur est un marché qui se consolide beaucoup, je me retrouvais avec de moins en moins de clients. Ouais. Alors, de moins en moins de clients, si un seul de ces clients décide que, priorise d'autres types d'acquisitions que des véhicules pendant 1 an, moi, ça me fait très mal. Ouais. Alors, oui, je vivais une croissance importante en 2010, mais dès 2012, j'ai vécu la crise financière. Justement, c'était un peu la conséquence de la crise de 2008 qui avait un effet beaucoup plus tard chez mes clients. Donc, et c'est là que, même si j'avais vécu cette croissance-là en 2010, en 2012, je me retrouvais à devoir redresser l'entreprise. Et vous avez encore, j'imagine, des compétiteurs aussi qui sont dans les mêmes segments. Comment était organisé le marché pour vous en Amérique du Nord? Oui, on n'a pas beaucoup de compétiteurs parce qu'on est dans un domaine très spécialisé, un marché de niche, où est-ce que les barrières à l'entrée sont quand même importantes parce qu'on a une expertise, le blindé, même si on regarde un camion blindé puis ça n'a pas de l'air très technologique, ça l'est. Il y a vraiment une très bonne expertise, très belle expertise en arrière de ça. Donc, c'est quand même certaines barrières à l'entrée.
En, en l'occurrence, le transport d'argent qui réduit d'année en année. Donc, ça aussi, c'est une barrière à l'entrée. Donc, les compétiteurs, on en a. On en a quelques-uns aux États-Unis, on en a un au Canada, mais on peut dire qu'on a à peu près 90 du marché canadien et environ 50 du marché américain, ce qui est quand même très, très bien pour une compagnie canadienne, une compagnie québécoise, d'aller sur le marché américain puis d'aller chercher 50 de ce marché-là. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. 90 du marché canadien, 50 du marché américain, ou c'était au moment où vous avez pris les rênes de la compagnie comme ça? Parce qu'on va parler en particulier de vos efforts à l'international, au-delà de l'Amérique du Nord, notamment en Europe. En 2010-2012, vous étiez encore concentré Canada-États-Unis, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous avez bien raison. Et ce qui nous a vraiment positionnés comme les leaders nord-américains en Amérique du Nord, nord-américain évidemment, c'est vraiment un véhicule qu'on a développé avec un client important au Canada, qui était un véhicule multiplexé. Donc, c'était des voûtes ambulantes. Donc, on a intégré beaucoup de technologies dans nos véhicules. On n'avait rien inventé. On s'était inspiré d'une philosophie européenne qu'on est allé chercher, justement, s'inspirer de l'Europe pour venir développer un produit adapté aux conditions climatiques du Canada et des États-Unis, adapté aux conditions de sécurité également, donc aux variations de température, par exemple. Donc, nous, on connaît des plus 30, des moins 30, donc nos systèmes doivent très bien fonctionner. Et comme je suis dans le domaine de la sécurité, nos véhicules qui transportent des millions de dollars ne doivent pas être arrêtés, jamais. Alors, la fiabilité de nos produits est hyper importante. Donc, au début des années 2000, on a développé ces produits-là et là, ça a fait fureur, puis on est devenus vraiment les leaders nord-américains où est-ce qu'on a commencé à intégrer la technologie pour sécuriser nos véhicules. La clé, c'était de l'innovation. C'était vraiment de l'innovation. On était vraiment des précurseurs en Amérique du Nord pour ces produits-là. Et la technologie de laquelle vous vous êtes inspiré, vous avez transféré en Amérique du Nord, elle venait d'Europe. C'est une inspiration, oui, de systèmes qui venaient de l'Europe, d'une philosophie européenne où est-ce qu'eux sécurisaient plus avec la technologie que par les armes. Donc, ces véhicules-là, c'est des véhicules qui peuvent fonctionner à un homme ou à deux hommes à l'intérieur. Donc, moins qu'il y a d'hommes à l'intérieur d'un véhicule, plus c'est sécuritaire parce qu'on expose moins la vie humaine à des tirs ou à des vols de véhicules. Donc, c'est ce qu'on venait faire par la technologie. Et vraiment, le passé nous a prouvé que nos véhicules étaient très sécuritaires parce qu'il y a très peu de vols de véhicules qui se sont produits depuis l'intégration de ces produits-là. D'accord. Donc, des innovations qui ont permis de rendre les opérations plus sécuritaires, donc des véhicules qui permettaient d'opérer avec moins de personnes, moins de vies humaines à risque. Donc ça, c'est une innovation dans votre créneau, dans le créneau qui était votre créneau existant. Mais est-ce que vous avez innové aussi pour créer des nouveaux produits, des nouveaux types de véhicules qui ont d'autres fonctions, puisque le transport de l'argent, ce marché-là est en diminution? Ah, tout à fait. Donc, pour nous, on a bien identifié c'était quoi notre compétence de base. On peut dire notre core business, si vous me le permettez. Donc, en identifiant qu'on était des experts en sécurité, on a tourné autour de ça, puis on s'est dit, bon, quel type de produit pourrait ou quel type de marché pourrait correspondre, pourrait nous faciliter un développement. Puis, on est allé très organique, donc on s'est mis à développer, on a créé notre bureau d'études ou notre bureau d'ingénierie ou notre bureau d'innovation, de développement de produits, et on a créé des produits pour les interventions policières. Okay. Donc, vous voyez certainement des interventions, des fois on voit ça dans des événements sportifs, tels que les Jeux olympiques l'année dernière, c'était nos produits qui sécurisaient les Jeux olympiques. Okay. Notre produit, il est beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment, c'est le Black Wolf. Puis avant ça, on a toute une gamme de produits, mais c'est vraiment des produits pour intervention tactique, pour les forces de l'ordre. Le Black Wolf, c'est pas un véhicule de transport d'argent, c'est un véhicule d'intervention, par exemple, au moment des grands événements pour sécuriser les lieux. Exactement. Au Québec, c'est très populaire. En fait, on a vendu à peu près à tous les corps policiers canadiens nos véhicules parce que toutes les villes ou tous les grands corps policiers qui ont des équipes tactiques doivent se doter d'équipements pour sécuriser
leur vie. Donc, nous, on protège les policiers, ce qui fait que ces produits-là minimisent la violence. Alors, quand on s'approche d'un danger, ça peut être avec les gangs de rue ou avec avec des situations très dangereuses, très menaçantes. Donc, les policiers vont être protégés à l'intérieur de ces véhicules-là. Ils vont pouvoir intervenir en toute sécurité. Donc, souvent, ces produits-là sont très dissuasifs. Alors, il y a très peu de violence. L'assaillant va, va, va carrément se désister. Et, euh, et donc, on règle les situations beaucoup plus rapidement et en toute sécurité. Donc, nos policiers ont besoin de Ouais. ces produits-là pour sécuriser, plutôt que des produits mal adaptés où est-ce qu'il peut y avoir des tirs et des D'accord. Et morts. jusque-là, tout ça aurait pu se faire tout en restant au Canada et aux États-Unis. Mais à un moment donné, vous avez décidé, non, nous, on doit aller chercher des marchés aussi ailleurs qu'en Amérique du Nord. Et si j'ai bien compris, vous avez commencé bien avant l'arrivée du président Trump aux États-Unis, même peut-être avant sa première présidence. La deuxième est encore plus costaude là, du point de vue des relations commerciales, mais vous aviez commencé avant, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous a amené Oui. à explorer d'autres marchés maintenant sur le plan géographique? C'est une très bonne question. Nos véhicules tactiques, quand on analysait nos marchés, on s'est aperçu assez rapidement que le marché du Canada n'était pas un très grand marché. Oui, il y a beaucoup de... d'est en ouest, on a vendu nos produits, mais il n'y avait pas de quantité, il n'y avait pas de volume nécessairement. Et aux États-Unis, c'était un marché qui était assez saturé. Donc, on avait un compétiteur dans le véhicule tactique qui était bien implanté, qui vendait... qui vendait. Donc, nos efforts, pour nous, on s'est tourné vers l'international et c'était un de mes premiers mandats à titre de présidente. Là, j'avais identifié les risques de dépendance économique à un petit marché en déclin. Donc, pour moi, c'était assez évident que je devais me diversifier en termes de produits. Et quand j'ai identifié le produit en tant que tel, ben, on savait très bien que ce n'était pas les États-Unis qui allaient nous permettre d'y arriver. On devait se tourner vers l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique, donc des pays qui avaient des conditions de Ça, c'est un sécurité véhicule autres. comme celui que vous avez mentionné, le Black Wolf, par exemple. Oui, le Black Wolf, le Thunder, parce qu'on a aussi un véhicule encore plus gros qui est Qui le fait quoi, Thunder 2. celui-là? C'est un véhicule qui a beaucoup plus, qui est beaucoup plus gros, presque le double. Donc, il peut accueillir plus d'équipements, qui est peut-être un peu plus polyvalent en termes d'opérations policières, mais moins d'agilité, avec un prix vraiment supérieur. Donc, on offre une gamme de produits pour donner des options à nos clients. Et là, en ce moment, ce qui est notre produit fort, c'est vraiment le Black Wolf qui est vendu à travers le monde. Donc, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique. Alors là, on parle beaucoup dans le moment là, de la nécessité de se diversifier sur le plan géographique. Je pense que nos auditeurs, moi en particulier ici certainement, mais beaucoup de gens qui parlent actuellement des politiques économiques, des politiques incitatives qui pourraient nous amener à diversifier nos marchés à l'international. On aimerait ça vous entendre sur votre expérience. Comment ça s'est passé pour vous, cette aventure de diversification vers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique? Oui, alors ça, on recule d'il y a 12 ans. Donc, 12 ans. 12 ans Bien avant quand Trump. même, bien Bien avant avant Trump, quand on a réalisé que nos marchés étaient saturés. Donc, là, à ce moment-là, on s'est dit comment on fait maintenant pour créer notre réseau. Il faut créer des relations parce que vendre dans le domaine du paramilitaire et du militaire, c'est de longue haleine, c'est des grands joueurs. Donc, comment Cambly pouvait bénéficier d'une part de marché étant une PME? Donc, c'était ça notre défi. Alors, on a d'abord été approché par des agents. Puis là, il faut faire attention parce que des agents, il y en a partout. Par contre, les agents qui nous ont approchés, c'était des Canadiens qu'on connaissait quand même, donc que j'avais des références. C'était des personnes qui avaient un background très réputé, qui allait s'établir dans un des pays du Moyen-Orient avec l'idée de promouvoir des produits canadiens. Alors, ça, on recule. Donc, on a commencé l'aventure avec ces gens-là. Donc, il y a 12 ans. Il y a donc 12 on ans. parle de... Oui. Donc, nous, on était d'un soutien technique aussi. Donc, on accompagnait nos agents à bâtir ces relations-là. On s'est mis... eux obtenaient des rencontres avec les policiers là-bas. Donc, on a pris l'avion souvent. On a dédié des budgets. Donc, c'est important d'avoir des budgets spécifiques parce que ça coûte cher aller à l'international. Puis, comme on a commencé au Moyen-Orient, OK, vous avez commencé par le Moyen-Orient. on a vraiment commencé par le Moyen-Orient.
tu as une question d'opportunité. Oui. Donc, ces agents-là avaient identifié des opportunités très précises parce que, pour vous dire, c'est le Qatar. Et le Qatar a accueilli la Coupe du monde en Oui. 2022. Donc, Oui. eux avaient ça dans la mire. Je vous parlais d'événements sportifs. Oui. Donc, c'était des véhicules qui allaient servir pour sécuriser la Coupe du monde de 2022. Oui. C'était ça l'objectif. Donc, on a commencé à travailler avec eux, développer des relations avec les Donc, ça, clients. on parle de 12 ans en arrière pour livrer éventuellement des véhicules pour la sécurité de la Coupe du monde en 2022. Donc, on parle d'une dizaine d'années. Tout à fait. Donc, on peut dire que cette année, ça fonctionne bien. Donc, cette année, on obtient notre première commande C'est vos importante. premières livraisons Oui. à l'extérieur de l'Amérique du Nord? Vous en Ah avez non. fait avant? Non, je parle du Qatar. Là, Pour le les Qatar. pays du Moyen-Orient, c'est particulièrement long, Oui. concrétiser ces contrats. Donc ça, on peut dire que cette année, il nous reste une phase de test quand même Oui. là, qui est importante. Une fois que cette phase de test-là va être complétée, on est assez confiant. Alors là, ça va débloquer. On sait exactement sur la quantité de véhicules, puis on va pouvoir dire qu'on va avoir un retour sur investissement. Donc, il y a eu la Coupe du monde de 2022, mais il y a encore une demande provenant du Qatar qui peut donner lieu à des nouvelles livraisons de véhicules. Ce que j'ai pas dit, c'est que finalement, on n'a pas livré pour la Non? Coupe du... Non, parce qu'il y a eu des coupures de budget juste avant, étonnamment. Et donc, c'était plus possible. C'est pour ça qu'il y a eu des délais supplémentaires. Ouais. Et 2 ans plus tard, là, on se OK. retrouve avec en bonne position. Mais là, il y a des livraisons à la clé, là, maintenant. Exactement. D'accord. Donc, au Moyen-Orient. Des agents, donc des gens qui avaient identifié des opportunités qui vous ont approché, mais vous étiez déjà vous-même de votre côté dans la réflexion sur comment vendre aussi nos véhicules, comment s'établir ailleurs dans le monde qu'en Amérique du Nord. Et vous aviez pensé spontanément au Moyen-Orient ou vous pensiez à d'autres géographies? Non, pour nous, c'était une surprise, une belle surprise. Oui. On a été approchés par ces agents-là, qui étaient des agents canadiens, donc Oui. qui ont déménagé, eux autres, pour installer leur firme au Qatar. Donc, c'est un peu main dans la main qu'on a bâti tout ça. Mm-hmm. Et c'est encore nos agents aujourd'hui, puis c'est avec eux qu'on a réussi. Mais ça a pris le temps que ça a pris. Puis la relation, quand vous parlez de comment qu'on s'y prend, bien, ça dépend de la culture. Donc, la culture arabe, on sait très bien qu'il faut bâtir la relation. Donc, c'est ce qui peut prendre beaucoup de temps. Puis après ça, il va y avoir des visites qui vont se passer. Nous, Cambly, on utilise beaucoup les ambassades, les consulats, donc les agents, pas les agents, mais les délégués commerciaux dans les ambassades pour nous aider. Ou délégation du Québec. Exactement. Donc, pour nous, c'est tous des alliés. Puis je commence toujours par contacter l'ambassade ou la délégation générale du Québec avant d'entreprendre une démarche d'exportation parce que je vais avoir un peu d'intelligence là, en arrière de ça. Tu sais, est-ce que c'est un pays acheteur? Est-ce qu'ils ont du financement? Est-ce que, la géopolitique en arrière de ça, la stabilité de la monnaie? Donc, souvent, ces ambassades-là ont toute cette information précieuse. Puis pour nous, les PME, on y a accès. Donc, c'est de l'information en or pour nous qui tentons d'exporter dans un nouveau pays. Donc, moi, je m'y prends toujours de la même façon. Je contacte l'ambassade ou la délégation générale. Puis je bâtis tranquillement des relations avec des clients potentiels. Donc, et souvent, les ambassades vont nous crédibiliser à la table. Surtout dans le domaine de la sécurité-défense, les pays ont fait affaire avec les ministères de l'Intérieur, ont fait affaire avec les gouvernements. Ouais. Ils aiment bien avoir assis à la table, de voir que notre gouvernement nous accompagne là-dedans puis est favorable. Donc, ça amène une certaine crédibilité pour nous, là. Donc, on a parlé du Qatar, on vient de parler du Qatar, mais je sais que vous avez dans votre mire aussi l'Europe, peut-être certains pays en particulier. Pouvez-vous nous parler un peu de vos démarches actuelles en Europe, comment ça fonctionne, quelles sont dans le fond, du point de vue d'une PME, dans votre secteur aussi, mais du point de vue d'une PME québécoise, quelles sont les opportunités, mais aussi en même temps les défis? Oui, c'est beaucoup de pays, hein. C'est 27 pays, ça, l'Europe, pour l'Union européenne. Donc, ils ont chacun leur façon de fonctionner. C'est très décentralisé. Alors, moi, ce que j'ai fait... On n'exporte pas en Europe, on exporte en France, on exporte en Allemagne, on exporte en Italie.
C'est ce Oui, que ça veut dire. c'est exactement ce que ça veut dire. Et on se sert beaucoup des salons dans le domaine de la défense qui réunit en fait, qui réunit tous les joueurs, toutes les parties prenantes dans le secteur. Donc, nous, on va identifier d'abord des salons qui peuvent nous amener à créer des relations, créer des opportunités d'affaires. Moi, j'ai fait une étude de marché sur quel pays d'Europe pouvait être court, moyen terme intéressant pour nous et on a identifié quelques pays, quelques efforts. Et en allant à ces salons commerciaux, tels que je vais nommer le plus populaire dans notre secteur, c'est Eurosatori en France, à Paris, qui a lieu aux 2 ans. Et il y a le Millipol qui est aussi à Paris à tous les 2 ans. C'est là qu'on on va s'arranger, où on va vraiment organiser nos efforts commerciaux, nos efforts de développement pour aller rencontrer le plus de clients potentiels, le plus de parties prenantes possible, le plus de partenaires possible. Et Ce sont des salons pan-européens, même s'ils se tiennent en France, ou ce sont des salons pour la France uniquement? Oh non, c'est pas pour la France, c'est même au niveau mondial. Au niveau Donc, mondial. au niveau mondial. Donc, il y a de tout, mais il faut quand même cibler nos efforts. Oui. Donc, c'est important parce qu'on peut trouver, c'est tellement vaste, c'est tellement complexe qu'on doit être très, très bien organisé en amont de ces salons-là. Alors, nous, on fait notre étude de marché, on sait exactement les pays d'Europe qu'on veut percer, on commence à contacter des clients potentiels ou des partenaires potentiels, puis on se réunit souvent lors d'un salon commercial là, plusieurs fois par année. Donc, c'est un peu toujours la même démarche. Maintenant, il y a environ 3-4 ans, Cambly s'est retrouvé sur un appel d'offres en France pour des Thunder. Donc, ce n'était pas des Black Wolf, mais notre premier produit, notre gros véhicule qui s'appelle le Thunder 2. Pour les forces policières Pour les également. forces policières en France. Ouais. Et on s'est retrouvé sur la short list de fournisseurs. Donc, on s'est trouvé à être qualifié pour l'appel d'offres. On était 3, 2 entreprises françaises et Cambly. Alors, à notre grande surprise, on s'est dit, est-ce qu'il y a beaucoup de protectionnisme? Pourtant, on croyait qu'il y avait beaucoup de protectionnisme en France. On avait commencé à entendre parler que la France voulait diversifier ses sources d'approvisionnement. Donc, on était très, très heureux de ça. Ils sont même venus nous visiter, tester notre produit. Et évidemment, nous n'avons pas remporté cet appel d'offres-là, qui était quand même une centaine de véhicules. C'était quand même un appel d'offres qui aurait... Costaud, là. C'était costaud. Pour nous, là, la PME, c'était costaud, mais on aurait été enchantés. Puis, à un moment donné, on s'est dit, peut-être qu'il y a des chances. Ouais. Et quand on ne l'a pas remporté, on a notre pointage. Puis on s'est aperçu que même si la France n'a pas officiellement un programme de retombées économiques précis, comme le Canada peut avoir, dans le cadre des RIT, les retombées industrielles et technologiques, donc c'est un programme très structuré au Canada dans le domaine de la défense. La France n'a pas ça, mais est très protectionniste. Donc, ils nous ont approchés en nous disant, si vous ne vous trouvez pas un partenaire en France, vous ne gagnerez jamais rien. Ils ont été honnêtes, ils nous l'ont dit. Ouais. Et c'est là que moi, mes démarches pour trouver un partenaire s'est amorcée. Avec, encore là, avec l'ambassade, avec surtout la délégation générale du Québec à Paris, on a travaillé pour identifier quels pouvaient être nos partenaires commerciaux qui pourraient éventuellement nous faire remporter des appels d'offres. Et on a identifié un partenaire, un compétiteur en France. Et là, on a commencé à jaser avec eux, puis eux étaient très intéressés. Compétiteur uniquement sur le marché européen, français en particulier, pas compétiteur en Amérique du Nord. Exactement. Mais quand nous, puisqu'on veut se diversifier géographiquement, on peut se retrouver sur les mêmes appels d'offres dans un pays. Donc, un compétiteur qui pourrait devenir un partenaire plutôt qu'un compétiteur, c'est-à-dire on peut unir nos forces. Exactement. Et l'union fait la force. Et le Black Wolf, ils ne l'ont pas, eux, dans leur catalogue de produits. Ils se sont dit, quelle belle opportunité d'unir nos forces, puis d'aller, moi, je fais des efforts commerciaux pour développer les marchés. Eux font la même chose. Donc, on va unir nos forces et on va répondre à des appels d'offres sur le véhicule Black Wolf précisément.
Et en octobre dernier, on a signé notre partenariat à la Délégation générale du Québec à Paris pour d'éventuels appels d'offres. Ironiquement, ça nous a amené à remporter un contrat canadien avec ces partenaires-là parce qu'eux répondaient à un appel d'offres canadien. Oui. Et ont remporté ce contrat-là. Conjointement avec Cambly. Ils étaient dans un autre... Il y a beaucoup de parties prenantes dans ce programme canadien-là et eux se sont retrouvés. Nous, on était exclus complètement. Mais comme ils ont l'obligation de créer des retombées économiques au Canada et qu'on était leur partenaire, ils nous ont dit, pourriez-vous assembler les produits chez vous? D'accord. Et donc, on est en train de concrétiser un contrat d'envergure canadien. Donc, c'est comme bilatéral. Et donc, ça, c'est intéressant parce que peut-être que tous nos auditeurs ne le voyaient pas ainsi, mais quand on parle d'exportation, les gens, parfois, s'imaginent, on fabrique tout, puis on expédie. Or, ce qu'on s'aperçoit, c'est que non, à travers les partenariats, peut-être qu'on fait une partie, peut-être que notre partenaire sur le marché cible fait une autre partie, et ça se joue dans les deux directions. C'est-à-dire, notre partenaire en Europe peut nous aider également à gagner des contrats en Europe, et il y aura une partie de tout ça qui va effectivement être de la fabrication chez nous ici, certainement de l'expertise, de la technologie de chez nous ici, avec des retombées ici, mais vice-versa. Ça, c'est le commerce international moderne. C'est comme ça que ça fonctionne, n'est-ce pas? Vous avez parfaitement raison et c'est vraiment ma philosophie à moi. L'union fait la force et moi, j'ai investi dans des efforts X et mon partenaire a investi dans des efforts Y. Rassemblons-nous. Moi, je préfère avoir 20 d'une tarte ou 50 d'une tarte plus grosse que 100 d'une petite tarte. D'une toute petite tarte. Et avec des coûts supérieurs. Donc, c'est vraiment la façon aussi qu'on a designé nos produits. Ce que vous dites là est hyper intéressant parce que des programmes de retombées économiques, que ce soit ça peut prendre toutes sortes de formes, il y en a dans 120 pays. Alors, c'est beaucoup plus facile de remporter un contrat quand on peut créer des retombées économiques dans le pays. Oui. Alors, si moi, je fabrique, j'ai designé, j'ai conçu mes produits tactiques pour être capable d'exporter des boîtes. Donc, si moi, j'exporte ma boîte de véhicule ou des kits de pièces, avec un partenaire industriel, on est en pourparlers avec certains clients en Afrique, par exemple, eux, ça leur permet de créer de la retombée économique dans le pays et puis ça facilite l'assemblage, ça facilite aussi, ça réduit les coûts. Donc, si on est capable de faire une portion dans le pays en tant que tel, ou faire de l'assemblage final, exemple, pour nous, c'est très gagnant-gagnant. C'est ce qu'on vise et on a designé nos produits pour être capable de faire ça. Donc, on peut les adapter relativement facilement pour les nécessités de chaque pays. Dans mon domaine, c'est jamais facile. C'est jamais facile. C'est ça. Moi, j'exagère quand je dis facilement. C'est-à-dire, vous l'avez fait pour que ce soit possible. Pour que ce soit possible. Avec les efforts nécessaires. Tout à fait. Et Cambly devient attractif aussi parce qu'on crée de la retombée. Donc... moi, je trouve ça d'autant plus intéressant que moi, je m'intéresse beaucoup, beaucoup, évidemment, à l'économie, au commerce international. Et puis, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je suis un de ces grands avocats de la diversification, non pas seulement des marchés, mais aussi des partenariats. Et là, vous nous dites, dans le fond, ce que Cambly a fait, mais ce que toutes nos PME, ultimement, doivent essayer de faire pour avoir des marchés à l'avenir qui ne soient pas seulement le Canada et les États-Unis, c'est pas seulement diversifier le marché de destination de nos produits, c'est de diversifier nos partenariats. Et donc, une étape qui semble être absolument nécessaire pour beaucoup de nos entreprises, c'est d'avoir des partenaires ailleurs qu'en Amérique du Nord. Et toutes nos entreprises n'ont pas nécessairement aujourd'hui des partenaires à l'extérieur de l'Amérique du Nord à la hauteur de ce qui serait souhaitable pour être capable de se diversifier. Exactement. Et ça demande de voyager. Ça demande de voyager. Ça demande des budgets. Ça demande des budgets. Donc, la PME qui veut vraiment se diversifier à l'international doit dédier des budgets en conséquence. Et ça demande du temps, de l'argent, évidemment. Mais une fois que la roue commence à tourner, elle tourne de plus en plus vite. Donc, il y a 3, 4 ans, 5 ans, Cambly, dans le domaine sécurité-défense, n'était pas nécessairement connu. Aujourd'hui, le téléphone sonne. Donc, on est vraiment de plus en plus connu. Et plus on va livrer de véhicules,
c'est une roue qui commence vraiment à bien tourner pour nous, à être bien huilée. On a livré aussi en Allemagne. On avait un distributeur allemand, donc des produits qui allaient être destinés à l'Ukraine quand la guerre a commencé. Donc, il y a, il y a plusieurs filons et on est de plus en plus connus et reconnus. Nos produits fonctionnent bien à l'international, donc pour nous, c'est une belle lancée, là. Mais ça a pris du temps. Vous avez dit tout à l'heure, d'entrée de jeu, que Cambly avait dans ses segments, 90 du marché canadien, 50 du marché américain. Quand vous vous projetez à l'avenir, cette diversification, elle nous mène où, selon vous? Où on peut aller? Est-ce qu'on peut aller un jour à 50 de notre marché qui soit en Europe et au Moyen-Orient? Est-ce que c'est envisageable? J'ai quand même, dans le domaine de la sécurité-défense, il y a énormément de joueurs et de grands joueurs. Donc, pour moi, c'est certain qu'on parle pour Cambly, la PME qui était autrefois artisanale, qui est rendue manufacturière. Donc, on est vraiment passé d'un stade à l'autre. Maintenant, il faut que je donne des ailes à Cambly. Donc, je réalise que c'est un domaine particulier où est-ce qu'il y a des délais, où est-ce que ça demande des ressources financières importantes. Puis, on est en train de transformer Cambly. Donc, nécessairement, il va falloir que je m'allie ou que j'ouvre mon capital. Et il va falloir que je prenne certaines grandes décisions pour permettre à Cambly d'être pérenne. Donc, Ouais. donc, c'est vraiment de grandes décisions. Et là, on a des pourparlers avec toutes sortes de compagnies dans le domaine de la défense pour pouvoir se permettre d'entrer vraiment comme il faut dans ce nouveau secteur. Dans un secteur encore plus grand. Est-ce que justement, de ce point de vue-là, parce qu'une des choses qu'on sait que le Canada va faire dans les prochaines années, mais pas que le Canada, l'Europe également, on sait qu'il va y avoir d'importants investissements en défense nationale. Et là, ça va au-delà des services policiers. Ce sont les armées, ce sont les bases militaires, ce sont les équipements qui vont accompagner les forces armées à la fois au Canada, mais aussi en Europe. On le sait, on s'en va vers des budgets militaires beaucoup plus conséquents que ce qu'on a vécu dans le passé. Est-ce que ça, c'est quelque chose d'important dans le plan d'affaires d'une entreprise comme Cambly? Tout à fait. Il va devoir y avoir une adéquation, par contre, entre les cycles d'acquisition de l'armée ou de la défense Ouais. et les réalités industrielles. Donc, il faut qu'il y ait une certaine concordance. C'est déjà un défi en ce moment. Donc, comment faire maintenant pour amener du concret dans ce qu'on dit qu'on va faire? Ouais. C'est beau, il y a des budgets, il y a énormément d'argent qui vont être dépensés. Il y avait un très bon article hier dans la presse sur l'importance là, d'accélérer justement ces dépenses-là. Mais comment on fait concrètement pour accélérer ça, puis pour faire travailler notre industrie? Parce qu'on a une très belle industrie dans le domaine de la sécurité-défense. Ouais. Donc, comment utiliser nos capacités à nous, puis de rendre ça concret et de nous permettre d'y arriver. Donc, de nous donner les outils nécessaires. Je vous disais que Cambly est en transformation. C'est un nouveau secteur qui demande des ressources financières incroyables. Donc, cet ajustement-là, en termes financiers, il faut nous donner les outils financiers pour y arriver. Le ciel est bleu, l'avenir est... Le ciel, c'est magnifique, tout ce qui va, mais il faut nous permettre d'y arriver. Puis pour y arriver, on va avoir besoin de partenaires financiers. Il va falloir que des institutions financières acceptent de financer la sécurité-défense. Ouais. Donc, puis c'est pas à n'importe quel prix, dans le sens où il y a de très bonnes... Nous, on est une compagnie très éthique, donc on peut pas exporter là où on veut. Le Canada ne nous laisse pas exporter là où on veut. Donc, il faudrait peut-être qu'il y ait une adéquation entre ce que veulent nos gouvernements en dépensant plus d'argent en défense et la réalité des PME pour leur permettre, les outiller, leur permettre d'accéder à des outils. Pour nous, en ce moment, le challenge, c'est des outils de financement pour aller vers ces secteurs-là et être capable de contribuer justement à équiper le Canada là, en termes de sécurité-défense. Est-ce que c'est un problème d'institutions financières trop frileuses ou ce sont les politiques gouvernementales qui ne sont pas au rendez-vous pour permettre l'arrimage entre les PME, les institutions financières et nos politiques en matière de défense? Je pense que tout s'explique.
tout s'explique. Il y a eu un passé, il y a eu des événements, il y a eu... Ceci étant dit, le Canada n'a jamais été très menacé non plus, donc la sécurité-défense avait peut-être une image un peu plus négative. Mais moi, mon petit combat personnel comme présidente de ma PME, c'est d'expliquer à quel point on protège. On n'est pas en offensive. Nos produits ne sont pas offensifs. Nos produits protègent. Donc, la nécessité pour un pays d'acquérir des produits pour être capable d'avoir une certaine souveraineté en matière de sécurité-défense, je pense que cette année, on le comprend bien. Donc voilà. Je pense qu'il faut que cette adéquation-là, les institutions financières devraient se pencher un peu plus sur la question. Est-ce que ça va être facile de faire changer des politiques gouvernementales pour certaines organisations qui refusent de financer ou de supporter en sécurité-défense? Je pense que ce ne sera pas demain la veille, mais je pense que là, on a les bonnes discussions puis on traite des bons enjeux. Mais ça va prendre un certain temps avant que tout ça change, mais je pense qu'elles doivent changer pour nous permettre d'accéder à ça. Souvent, nous, on a dit, on a peur de ne pas être capable de vendre dans tel pays parce que c'est souvent des deals politiques. Donc, on voit bien en France, aux États-Unis, ils ont le soutien du gouvernement, il y a le soutien du politique pour vendre certains produits. Je parle de soutien, je parle de collaboration ou de... Ben, nous, ça nous aurait pris ça aussi à certains moments. C'est-à-dire une politique industrielle qui favorise les approvisionnements locaux et qu'on n'importe pas 100% de nos équipements, finalement. Exactement. Donc, ce qui est la norme ailleurs, mais ce qui n'a pas été la norme traditionnellement au Canada. Mais pour répondre à votre question, c'est vraiment un changement de politique. Il faut qu'il y ait un changement de paradigme. Il faut qu'il y ait puis même si je ne pense pas que ça va arriver cette année, je pense quand même qu'on est sur la bonne voie. Je pense qu'au niveau politique, on a cette volonté-là. Alors, comment faire pour que les bottines suivent les babines? C'est à suivre. Et maintenant, si on élargit à l'ensemble de notre tissu industriel, à l'ensemble des PME, et qu'on regarde l'offre des gouvernements en matière de programmes qui aident les entreprises à diversifier leur marché, à diversifier leurs partenariats à l'international. Au-delà des États-Unis, j'entends surtout. Vous avez parlé des délégués commerciaux, vous avez parlé des délégations générales du Québec, le personnel de nos ambassades du Canada à l'étranger. Vous avez souligné le travail positif et utile qu'ils font pour des entreprises comme la vôtre. Mais si vous regardez l'ensemble de nos politiques, là, provinciales et fédérales, puis si vous aviez un jugement à porter sur ce qui se fait bien, mais ce qui pourrait aussi se faire mieux ou différemment, comment vous voyez ça? D'entrée de jeu, moi, mon secteur d'activité a fait que j'ai été exclue de certains financements, exclue de certains programmes qui existaient. Donc, c'est certain que si je n'ai pas accès à ces programmes-là, ça ne m'aide pas du tout, là. Donc, je vous parlais d'un enjeu de financement puis d'accéder à certains programmes. Il y a 2 ans, sécurité-défense, je vous le dis, c'était pas dans les priorités. Donc, d'abord, d'avoir une image, d'être ouvert à supporter l'industrie avec les programmes existants, parce qu'il existe beaucoup de programmes. Il existe beaucoup de financements. On prend EDC qui finance à l'exportation, qui supporte en fait à l'exportation. Hyper utile. Ça serait extrêmement utile pour Cambly d'avoir accès à EDC qui donne certaines garanties, qui vient sécuriser les financiers de certaines banques traditionnelles, par exemple. Donc, si on pouvait accéder à ça, la vie Parce change. que dans le moment, EDC ne peut pas le faire dans le secteur de la défense, sécurité? Pas pour le moment. Pas pour le moment, mais on ne perd pas espoir. Puis je pense qu'ils ont les bonnes discussions au niveau, à tous les niveaux, là. Donc, je pense que ça va changer, mais pour le moment, non, on n'a pas accès à ça. Donc, peut-être pour le grand donneur d'ordre, c'est pas un problème parce qu'il est souvent très bien financé, mais pour la PME, si on veut amener notre tissu industriel à augmenter ou à développer ses compétences,
il va vraiment falloir nous permettre d'accéder à ce genre d'outils financiers. OK. Et du côté Québec, là, est-ce qu'Investissement Québec a des programmes qui aident en ce sens? Est-ce qu'il y a des programmes gouvernementaux au Québec qui pourraient aussi être revus, améliorés? Comment vous voyez ça de ce côté-là? Bien, tout à fait. C'est exactement dans le même sens. La bonne nouvelle, c'est que le Québec se positionne favorablement à la sécurité-défense. C'est un fait nouveau. Donc, la ministre Fréchette a annoncé ça. Notre premier ministre, je pense qu'il est de plus en plus, fait certaines annonces ou va faire certaines annonces. Donc, comprend très bien que ça devient un secteur prioritaire. Donc, pour moi, ça, c'est le pas majeur. Après ça, on va pouvoir accéder aux programmes qui existent déjà. Donc, je pense que le programme, je ne suis pas très au courant dans les détails du nom des programmes, mais je pense, par exemple, à Panorama, mais je ne peux pas parler trop de ça nous donne quoi exactement, mais on peut avoir accès à certains programmes qui ont été mis en place suite à l'annonce des tarifs. Je pense que le gouvernement du Québec a été très agile, a fait ce qu'il fallait, mais c'est toujours mon secteur d'activité, moi, qui est l'enjeu dans ce que je dis. Et les PME des autres secteurs en général, est-ce qu'elles diront, ben, moi, j'y ai pas accès parce que mon secteur n'est pas privilégié? Est-ce que c'est pas, dans le fond, d'ouvrir les programmes existants à un plus grand nombre de joueurs, un plus grand nombre de secteurs? Est-ce que c'est pas ça qui est l'enjeu ici? Je ne connais pas c'est quoi les critères pour accéder au programme. Je ne sais pas s'ils priorisent des secteurs en particulier, mais moi, j'ai été exclue. Donc, c'est à l'inverse. Donc là, maintenant, on m'inclut. Je suis très contente de ça. Puis malgré que mon secteur était exclu, j'avais quand même beaucoup d'aide des bureaux là, un peu partout dans le monde. Donc, le gouvernement du Québec est assez proactif avec Investissement Québec International, là, avec leurs dizaines de bureaux à l'étranger. Donc, c'est toujours bien ou c'est toujours bénéfique pour nous de faire affaire avec eux. Alors là, si vous voulez bien, j'aimerais qu'on parle un peu plus de Donald Trump. Hein? Un peu parce que déjà là, il peut avoir influencé lourdement notre gouvernement dans leur ouverture d'esprit à l'égard de certains secteurs, notamment le secteur sécurité-défense, qui va certainement recevoir plus d'attention de la part de nos gouvernements au cours des prochaines années. C'est un phénomène international, mais on sait que les États-Unis poussent beaucoup pour que les budgets militaires augmentent chez les partenaires, si les États-Unis nous considèrent toujours étant des partenaires, parce qu'il y a des jours où on semble être des adversaires beaucoup plus que des partenaires quand on écoute le discours de l'administration américaine. Mais parlons donc du facteur Trump, parce que vous êtes allé au Moyen-Orient, vous développez des partenariats, notamment en France, et il y a des nouvelles opportunités qui se créent même au Canada. Mais le facteur Trump inquiète à peu près toutes nos entreprises, nos PME. D'entrée de jeu, quand j'ai ouvert sur cet épisode, je disais que ces jours-ci, les tarifs sur l'aluminium et l'acier passent de 25 à 50 %. Le facteur Trump lui-même, comment il vient influencer une entreprise comme la vôtre, un secteur comme le vôtre, et qu'est-ce qui change dans vos plans là, à l'heure actuelle à cause de ça? Nous, il y a eu des impacts directs. Donc, dès les premières discussions, là, on parle de décembre, janvier, là, on parlait de tarifs. Moi, mes clients américains, parce qu'il y a 2 ans, moi, j'avais une grande part de marché aux États-Unis. Donc, dès l'annonce de ces tarifs-là, mes clients ont préféré attendre. Donc, les contrats que j'étais sur le point de signer avec mes clients habituels, mes clients de tous les jours, mes clients américains et canadiens aussi. Donc, tout ça a été retardé. Donc, moi, je devais être en production. C'est dans la crainte de tarifs ou il y a déjà des tarifs qui s'appliqueraient à votre secteur? C'était vraiment dans la crainte de tarifs. Et là, on ne connaît pas encore tous les impacts. On est encore à se demander quel sera l'impact. Puis c'est le genre de discussion qu'on aime parce que personne ne le sait. C'est ça l'enjeu. C'est l'incertitude totale. On est encore dans l'incertitude. Oui, parce qu'on met un tarif une journée, on l'enlève le lendemain, on le met double. à 50, on le met à 20, on le remet à 50. Oui, avec les produits chinois aussi, parce que c'est l'origine d'une pièce qui compte. Donc, moi, finalement, tous mes produits qui rentrent, qui sont d'origine chinoise,
ont un droit de douane, un tarif incroyable. Donc, on est tout en train de brasser ça, d'essayer de comprendre quels vont être les impacts de tout ça. Ceci dit, moi, l'impact est déjà réel. Là. Déjà réel. Je devais avoir une très, très bonne année. Puis cette année, c'est Les une année qui commandes est sont sont, suspendues. sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Donc, est-ce on a quand même encore de très bonnes relations avec nos Ouais, clients, puis on discute encore de ces contrats-là, mais quand vont-ils être débloqués? On ne le sait ouais. pas. Donc, nous, l'impact ça a été brutal, mais on ne peut pas le chiffrer encore parce qu'on ne sait même pas les tarifs qui vont Ça, être. c'est l'impact de l'incertitude. Admettons là, que je crois pas que des tarifs à 50 sur l'aluminium, notamment sur l'acier, sur l'aluminium, peuvent être maintenus aux États-Unis. Les États-Unis importent énormément d'aluminium, importent de l'acier. Ils n'ont pas la capacité demain matin de remplacer l'acier et l'aluminium importés, particulièrement l'aluminium du Canada, parce que c'est vraiment quelque chose de difficile à remplacer, même à long terme, Mhm. compte tenu des coûts de l'électricité aux États-Unis. Euh, il- le président va devoir céder, hein, quelque part. Mais néanmoins, il y a des tarifs très élevés. Ce qui m'a surpris, c'est que l'aluminium, même s'il est produit au Québec, il peut revenir via les États-Unis dans la fabrication de vos propres véhicules, n'est-ce pas? Donc, dans le fond, Ben, tout à fait. Donc, elle est il peut y avoir un transformée. impact sur les prix Ouais. chez vous aussi, Ben oui, elle est transformée aux États-Unis. Les châssis de véhicules sont fabriqués aux États-Unis. Donc, avec de l'aluminium qui vient du Québec, par exemple, ou de Colombie-Britannique. ben, tout à fait. Puis, mais tout est transformé aux États-Unis. Donc, c'est ironique. C'est un enjeu qu'on sait, je pense, Ouais. qu'on sait depuis longtemps, mais on ne peut pas virer le paquebot Non. de sitôt. Donc, j'ai aucune idée, moi, puis comme probablement la plupart des gens, comment tout ça va se terminer parce que quand on pense qu'une situation est logique, finalement, il fait pareil, puis Mhm. il exécute quand même, puis il gagne du temps, puis on ne sait pas où ça va se terminer. La chose que je contrôle, par exemple, c'est mes marchés internationaux. Ouais. Et c'est vraiment mon focus actuellement qui est en train de porter fruit. Donc, moi, c'est mon focus. Les États-Unis vont rester un focus important parce que mes clients sont là-bas, mais pour moi, c'est Cambly au Canada, Cambly à l'international qui est ma priorité actuellement. Donc, cette incertitude quant à l'accès et aux conditions d'accès au marché américain, mais qui affecte aussi la demande de vos clients aux États-Unis, qui eux-mêmes font face à cette incertitude et sont frappés autant, sinon même plus, davantage même que des entreprises ici au Canada, dans certains secteurs à tout le moins. Ça vous pousse à accélérer encore davantage vos démarches Oui. de diversification à l'international. Oui, et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que nos gouvernements maintenant en fait, les gouvernements c'est leur priorité aussi. Donc, les programmes d'aide sont sortis, et mon secteur d'activité devient, comme je disais, un secteur prioritaire. Donc, tout ça fait en sorte qu'à moyen long terme, je pense que le soleil brille pour nous, pour Cambly, mais ça va prendre encore là un certain temps. Mais pour l'ensemble de nos PME, ça va être difficile quand même de remplacer à court terme le marché américain par un équivalent en Europe, ou un équivalent en Asie, ou un Oui. équivalent au Moyen-Orient. Une Donc, PME qui n'a pas débuté ses démarches d'exportation vers l'Europe ou les marchés internationaux hors Amérique du Nord, quand les tarifs quand on va revenir à la normale ou si on pensez-vous qu'on revient, va revenir à la normale? je ne le sais pas, mais ma crainte, c'est qu'on prenne des décisions temporaires. Donc, moi, ça ne peut pas être des décisions temporaires parce que c'est des démarches Mhm. qui existent depuis, qui ont été amorcées il y a plusieurs années. Ouais. Mais ma crainte, c'est qu'on prenne des décisions temporaires et qu'on revienne dans nos pantoufles Jusqu'au quand... prochain choc. Exactement. C'est ça qui est dangereux, Je effectivement. pense qu'il faut toujours éviter la dépendance, que ce soit notre chaîne d'approvisionnement, que ce soit nos clients. Il faut manager notre risque un peu mieux, puis éviter toute forme de dépendance. Dépendance aux États-Unis ou dépendance à un marché, dépendance à un client, à un fournisseur. Ça peut faire très mal. Si je suis dépendante d'un fournisseur, puis que ce fournisseur-là, moi, ça m'est arrivé dans la COVID, où est-ce que je n'avais plus accès à des châssis de véhicules pour bâtir parce qu'il manquait, il y a eu une crise de microprocesseurs,
une composante critique dans la fabrication d'un châssis de véhicule. Parce qu'il y avait une pénurie de microprocesseurs, les véhiculiers au Canada, un peu partout, n'avaient plus accès aux châssis de véhicules. Donc, là, on avait un problème d'approvisionnement. Donc, c'est pour ça que c'est important de se diversifier, que ce soit nos chaînes d'approvisionnement ou que ce soit nos clients, nos marchés, etc. Il faut éviter les dépendances. Ça, selon vous, indépendamment d'un quelconque modus vivendi qu'on pourrait signer avec les États-Unis au cours des prochains mois, au cours des prochaines années? Essayons quand même de diversifier nos alliés, nos partenaires, essayons de diversifier nos marchés pour éviter la dépendance. Ouais. J'aimerais élargir notre discussion à un autre thème parce que je sais que vous êtes également ambassadrice du Centre de transfert d'entreprises du Québec, qui vise à faciliter le fameux reprenariat. On sait qu'au Québec, on a une économie de PME. On a quelques grandes entreprises qui pèsent lourdement, évidemment, qui sont importantes, mais on a beaucoup, beaucoup de petites et moyennes entreprises, des entreprises familiales, des entreprises qui ont connu une croissance. Mais arrive un jour où le grand-père, le père, puis vous l'avez raconté dans le cas de Cambly, doit passer le flambeau à la génération suivante. Des fois, c'est difficile de le passer à la génération suivante pour toutes sortes de raisons, mais on souhaiterait quand même garder nos entreprises sous contrôle canadien pour le Canada dans son ensemble. Mais au Québec, on souhaiterait que nos PME québécoises restent sous contrôle québécois. Pourriez-vous nous parler un peu de ces enjeux de reprenariat? Comment vous voyez ça ici au Québec? Quels sont les enjeux? Comment on peut faire pour faire mieux dans ce domaine-là? Ah oui, puis c'est réellement un enjeu, comme vous le citez bien. Il y a beaucoup de PME qui sont à risque aujourd'hui, qui ont pas de repreneurs. Donc, c'est réellement un enjeu qui va frapper. Donc, c'est pour ça que moi, comme l'ayant vécu, moi, ça s'est bien terminé. Donc, ça s'est bien terminé. On a aujourd'hui, mais je peux pas vous dire que ça a été facile. Donc, ça a été extrêmement difficile. Alors, moi, entre mon grand-père et mon père, ça n'a pas fonctionné. Donc, il n'y a pas eu de reprenariat. Non. Alors, mon père parce qu'un reprenariat, surtout quand il est familial, on laisse entrer les émotions, hein, c'est une variable où est-ce que parfois ça peut détruire ça. Alors, entre mon grand-père et mon père, ça n'a pas bien été. Mon père a quitté son père en 92 et a démarré Cambly en 93. Donc, je suis la 3e génération d'un produit, mais je suis la 2e génération du groupe Cambly. OK. Alors, voilà. Donc, mon père tentait de reprendre l'entreprise et ça ne fonctionnait pas, donc a dû quitter. Et pour lui, c'était clair qu'il devait identifier sa relève. Donc, l'importance de bien identifier sa relève le plus tôt possible. Parce qu'un reprenariat, là, c'est, je dirais, 10 ans. C'est 10 ans préparer sa relève. 10 ans, il y a beaucoup de sujets à avoir. Puis, idéalement, ce qui ne nous est pas arrivé puis qu'on aurait dû, c'est se faire accompagner. Donc, je pense qu'on a des spécialistes au Québec. On peut passer justement par le CETEC, qui a changé de nom, que je ne me rappelle plus du nom, mais ça reste à vérifier. Mais il y a un nouveau terme pour le CETEC, mais il y a HEC, Entreprise en affaires, qui est extrêmement utile pour les familles qui veulent passer le flambeau. Donc, il y a toutes sortes d'initiatives et d'efforts qui peuvent être faits, mais l'importance d'accompagner le cédant et la relève est critique. Parce qu'il va y avoir... Moi, mon père pensait que j'allais faire les choses exactement comme lui les faisait. Alors que moi, je diversifiais quand j'ai pris quand j'ai pris les rênes et que je me suis... j'ai pris des décisions qui ne lui plaisaient pas nécessairement, mais j'avais mes raisons, puis lui avait aussi ses raisons. Donc, ça a créé beaucoup d'émotions qui ont fait en sorte que ça a été un reprenariat très difficile dans notre cas, à travers ça, une crise financière, à travers ça... toutes sortes d'enjeux, mais parce qu'on était émotionnellement impliqués les deux. Alors, c'est pour ça que si on est accompagné, si on fait une bonne planification fiscale, ce qui était le cas dans le cas de mon père, il avait très bien fait ça. Donc, 10 ans avant de céder, il avait fait un gel successoral, il avait pris les moyens au niveau fiscaux, mais au niveau de l'entrepreneur comme tel, l'entrepreneuriat ou les émotions, là, ou gérer le côté psychologique de la chose,
on n'a pas été aidés, puis ça nous aurait grandement, ça nous aurait été utile. Donc, moi, je recommande ça à tout prix et de prendre son temps, de ne pas être à dernière minute parce que un repreneur, que ce soit familial ou non, parce que ça peut être un reprenariat entrepreneurial, c'est tout aussi important de prendre son temps puis de s'assurer que la passation des pouvoirs se fasse bien. Puis on ne se questionne pas beaucoup à savoir quelle place va occuper le cédant une fois que la transaction va être faite. Donc, du jour au lendemain, le cédant, lui, là, il ne reçoit plus ses emails, il n'y a plus d'emails, le téléphone ne sonne plus, toute l'attention est, est vers la relève. Et donc, il va essayer de trouver sa place, puis c'est tout à fait normal. Donc, ça va être important de bien identifier le nouveau rôle du cédant pour que la passation se fasse, je dirais, dans la joie et la bonne humeur. Donc, c'est tous des petits éléments qu'on vit sur le tas au fur et à mesure qui nous auraient vraiment aidés. Puis, un conseil que je dirais aussi, ne négociez pas pour soi. T'sais, moi, j'ai compris ça à un moment donné et j'ai fait affaire avec des professionnels qui ont fait affaire avec les professionnels de mon père, les conseillers de mon père. Puis, à un moment donné, là, c'est là que les émotions se sont tassées un peu. Puis là, on était capable de négocier. Mais négocier entre un père et sa fille, quand les choses vont moyennement bien, c'était très difficile. Est-ce que notre fiscalité est favorable à des reprenariats réussis, là, au-delà des aspects là, qui sont plus relationnels? Ouais. Est-ce qu'on a une fiscalité qui se prête bien au jeu ou il y a des choses qui Je devraient pense pas être que c'est ajustées? très avantageux. Je pense qu'il y a beaucoup de financements qui existent pour... moi, dans mon cas, ça a été mon père, mon financier. J'ai été très chanceuse. Il a été patient, il est patient. Ce qu'il veut, c'est la pérennité de Cambly. Donc, mais je pense qu'il existe toutes sortes de financements. Est-ce que la fiscalité est favorable? Pas particulièrement. Je pense pas particulièrement. Mais bon, tout est possible, puis il existe des ressources. Donc, il faut juste aller les chercher, ces ressources-là. OK. Est-ce qu'il y a assez de reprenants potentiels pour ce transfert générationnel qui s'en vient au Québec ou on risque Je ne pense de pas. perdre beaucoup d'entreprises qui passeraient sous contrôle étranger? Je ne pense pas. Et je pense qu'il faut d'abord réaliser que l'on doit identifier notre relève. Moi, j'ai 48 ans. Je suis déjà en train de réfléchir à ça. Qui sera les repreneurs de Cambly? Même si j'ai 48 ans, je me laisse une dizaine d'années, ben, il va falloir que je pense à ça. Donc, l'importance de l'identifier le plus tôt possible va faire qu'on va avoir un bassin de repreneurs plus grand. Si on est à la dernière minute, c'est là que les choses risquent de nous échapper, puis qu'on risque de perdre nos sièges sociaux, puis au profit de peut-être entreprises étrangères qui viendraient nous absorber, là, en quelque sorte. Là. D'accord. Véronique Touga, est-ce que vous auriez des recommandations finales pour terminer cet entretien super intéressant à l'intention des PME québécoises qui souhaitent diversifier leur marché à l'international? Est-ce qu'il y a des recommandations finales que vous aimeriez formuler? Oui, au risque de me répéter, accorder des budgets spécifiques, c'est très important, qui peuvent être très bien financés si on s'y prend, parce qu'il existe toutes sortes de programmes. Quand on se diversifie puis on ne connaît pas les pays dans lesquels on veut exporter, l'aide de nos ambassades, l'aide qui existe déjà de nos gouvernements, c'est des ressources incroyables. Et ensuite de ça, plus spécifiquement, là, je vais être très spécifique, les agents commerciaux. Les agents commerciaux, là, il en existe, puis quand on leur parle souvent, c'est très facile de se laisser emballer parce que c'est tout le cousin du roi et à la blague, mais tout ça pour vous dire que faire une revue diligente de nos agents et d'avoir un processus très, très bien établi pour être sûr de faire cette revue diligente-là, c'est hyper critique parce que sinon, on se retrouve avec des agents on peut se faire avoir. Il y a plus de risques. Si on ne les connaît pas, c'est plus que des références. Là. C'est de faire vraiment un processus spécifique que ce que nous, on a fait et éviter de donner des exclusivités.
Donc, on peut donner des exclusivités sur des opportunités, mais sur des territoires, moi, à mes dépens. C'est l'erreur que j'ai peut-être fait dans le passé, c'est de donner des exclusivités, ce qui m'a empêché de bouger sur certains marchés parce que l'agent ne vendait pas, par exemple. Donc, mais j'étais prise avec une exclusivité que j'avais octroyée à mon agent. Donc, éviter de donner des exclusivités, se battre pour éviter ça, c'est pour moi assez important. Ça, c'est vraiment un conseil très spécifique, mais qui m'a été utile ou qui m'a fait prendre finalement des mauvaises décisions dans le passé. D'accord. Ben, merci beaucoup pour ce témoignage extrêmement intéressant. Moi, j'en retiens aussi que, et vous l'avez dit, j'en retiens qu'il ne faudrait pas retourner dans un confort relatif si jamais on devait s'entendre au moins temporairement avec les États-Unis. Je pense que ce que vous nous avez dit, c'est que même s'il y a des efforts à faire, même si c'est difficile, le futur de notre économie, le futur de la croissance de nos PME ne peut pas être basé stricto sensu sur le marché nord-américain. Il faut aussi conquérir des marchés à l'international. Je pense que vous nous avez montré l'importance, même si ce n'est pas facile, mais votre témoignage montre que c'est faisable, c'est possible, il faut être déterminé, il faut avoir le bon plan. Merci pour votre témoignage. Merci à vous de l'invitation. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir.